Merci Virginie, bonjour à tous. Donc, comme Virginie vous l'a dit, je vais vous présenter les résultats obtenus au cours de mes 3 ans de thèse que j'ai soutenue en 2014 et qui a été réalisée sous la direction du professeur Gilles de Revel. Donc, la production et la consommation de vin est fortement liée à l'activité humaine et à l'histoire de nos civilisations. Comme le disait Ernest Hemingway, le vin est l'une des choses les plus civilisées du monde. Pourtant, le vin n'est pas un produit essentiel dans notre alimentation. Il ne permet pas de se nourrir. Mais il a toujours été associé à un mode de vie et lié à la notion de plaisir, de joie et de culture. En effet, on prend beaucoup de plaisir à déguster un grand vin qui nous émeut par l'intensité, la délicatesse et la complexité de ses arômes comme de ses saveurs. Alors, les grands vins de Bordeaux sont notamment caractérisés par des notes intenses de fruits rouges et de fruits noirs dont l'origine chimique n'est pas encore totalement élucidée. Alors on sait que le vin présente plus de fruits que le raisin lui-même et que l'arôme du vin va évoluer tout au long de son élaboration. En particulier, au cours de la vinification et les processus fermentaires vont agir comme des révélateurs d'arômes en libérant les principes odorants présents dans le raisin. Et à ce sujet, comme le disait Émile Pénaud, les micro-organismes qui participent à la vinification agissent plus ou moins profondément sur la composition du vin et de ce fait sont en grande partie responsables de son goût et de ses arômes. Donc, compte tenu de ces observations, l'objectif de ce travail a été d'étudier l'influence des levures et des bactéries lactiques sur la modulation de l'arôme fruité des vins rouges. Donc pour cela, nous avons réalisé 6 plans expérimentaux en microvinification et en vinification en chai au cours de 2 millésimes, 2011 et 2012. Nous avons pour cela utilisé 2 cépages, le merlot ou le cabernet sauvignon. Nous avons ensemencé nos lots avec 3 souches de levure, la 522 considérée comme une levure relativement neutre, aromatiquement parlant, que nous avons comparée à la FX10 et à une souche commerciale de la concurrence, que l'on a noté YSTX, qui sont toutes deux des souches positionnées dans la vinification des grands vins rouges. Nous avons également utilisé 2 souches de bactéries lactiques, la B28 et la 450. Alors pour vous donner un exemple de plan expérimental, à commencer par celui où nous avons réalisé les micro-vinifications, qu'on va appeler ici Château A. Donc nous avons réalisé nos vinifications à partir de Cabernet Sauvignon au cours des millésimes 2011 et 2012. Les fermentations alcooliques ont été réalisées en triplicat dans des cuves inox de 2 hectolitres, où nous avons donc testé l'influence de nos 3 souches, 522 FX10 et YSTX. À la fin de cette première fermentation, chaque cuve a été séparée en 2 cuves inox de 30 litres afin d'y réaliser la fermentation malolactique. Et le vin a ensuite été élevé en fûts de différents volumes jusqu'à un élevage total de 12 mois. Si on regarde maintenant le plan expérimental des vinifications qui ont été réalisées en chai, et qu'on prend l'exemple d'un en particulier qu'on a noté Château B, qui a été réalisé encore une fois avec du Cabernet Sauvignon sur le millésime 2012. La fermentation alcoolique n'a pas été réalisée en triplicat, mais dans des cuves inox de plus gros volume, donc ici 65 hectolitres, où nous avons testé l'influence des levures 522 et FX10. Pour le reste de l'expérimentation, le protocole a été le même que celui que je vous ai exposé précédemment pour le Château A, c'est-à-dire des cuves inox de 30 litres pour la fermentation malolactique et un élevage total de 12 mois. À la fin de chaque étape de la vinification ou de l'élaboration, nous avons réalisé des prélèvements afin d'effectuer des analyses œnologiques classiques, chimiques et sensorielles. Donc, dans un premier temps, il nous a paru essentiel de tester l'influence de nos différentes combinaisons de levures et de bactéries d'un point de vue sensoriel pour savoir si nos différentes souches avaient réellement un impact sur l'arôme fruité des vins. Nous avons dans un premier temps utilisé le test du napping, qui est un test libre et non ciblé, dans le sens où nous avons demandé à nos dégustateurs d'évaluer les ressemblances ou dissemblances entre chaque vin selon leurs propres critères. Donc nous leur avons simplement demandé de placer les vins sur une feuille
de telle sorte que deux vins qui leur paraissaient semblables étaient proches l'un de l'autre, et deux vins qui leur paraissaient différents étaient éloignés. Nous leur avons ensuite demandé de compléter cette feuille avec des descripteurs qui leur semblaient caractéristiques de chaque vin ou chaque groupe de vins. Nous avons ensuite relevé les coordonnées de chaque verre pour chaque juge. Donc si on prend l'exemple de ce premier verre ici que l'on a noté vin numéro 1 pour le juge numéro 1, on a ici les coordonnées X et Y de ce verre que l'on a noté dans un tableau. On a ensuite relevé tous les descripteurs qui avaient été utilisés pour décrire cet échantillon en particulier, et on a noté également la fréquence de citation. Donc ces deux tableaux ont ensuite été traités par une analyse factorielle multiple qui nous a permis d'obtenir deux cartes. La première, qui représente en deux dimensions le positionnement dans l'espace de nos différents échantillons. Vous pouvez voir ici nos différents couples, FX10B28, YSTXB28, 522-450, etc. Sur cette première carte, on a pu superposer une deuxième carte qui représente les descripteurs utilisés par le panel afin de séparer nos différents échantillons. Donc, vous pouvez voir ici les résultats obtenus pour le château A après 3 mois d'élevage. On remarque que de nombreux descripteurs liés à l'arôme fruité ont été utilisés pour séparer nos vins et qu'ils séparent nos échantillons en fonction de la souche, en particulier en fonction de la souche de levure, puisqu'on a ici le groupe des vins fermentés par la levure 522 qui est opposé au groupe des vins fermentés par les levures FX10 et YSTX. On remarque également une séparation de nos modalités en fonction du deuxième axe, du deuxième axe ici, et qui semble corrélé à la note fumée grillée. Nous avons réalisé la même dégustation avec donc toujours le vin du château A du millésime 2011, mais cette fois-ci après 12 mois d'élevage. Donc là encore, vous avez la carte représentant en deux dimensions le positionnement de nos différents échantillons, sur lequel on ajoute la carte représentant les descripteurs utilisés par notre panel. Une fois de plus, on remarque que de nombreux descripteurs liés à l'arôme fruité ont été utilisés et qu'ils séparent parfaitement nos différents échantillons en 3 groupes distincts représentant les 3 souches de levure utilisées pour réaliser la fermentation alcoolique. Donc la première conclusion que l'on a pu tirer de cette étude, c'est que chaque vin a un profil sensoriel spécifique, mais on observe quand même une forte influence de la souche de levure, beaucoup plus forte d'ailleurs que l'influence de la souche de bactéries lactiques ou du couple levure-bactéries. Donc nous avons voulu confirmer ces observations par un second test. Donc nous avons choisi le test de classement où nous avons demandé à nos dégustateurs d'évaluer les vins qui leur étaient présentés et de les classer du plus fruité au moins fruité. Donc nous avons relevé tous les classements réalisés par tous nos dégustateurs et analysé ces résultats par un test de Friedman. Donc vous pouvez voir ici les résultats que nous avons obtenus pour le château A, cette fois-ci du millésime 2012, après 3 mois d'élevage. Et on voit très bien ici que les 2 vins fermentés par la souche de levure FX10 sont significativement perçus comme plus fruités que ceux fermentés par la levure 522 ou par la levure YSTX. Si on regarde maintenant ce même vin après 12 mois d'élevage, on retrouve là encore les mêmes résultats, avec toujours les vins fermentés par la levure FX10 plus fruités que ceux fermentés avec la 522 ou la YSTX. Si on s'intéresse maintenant à l'expérimentation réalisée en chai, après 3 mois d'élevage, donc là encore, on voit très clairement une forte que les vins fermentés par la FX10 ont été perçus comme nettement plus fruités que ceux fermentés avec la 522, aussi bien après 3 mois qu'après 12 mois d'élevage. Donc la conclusion de cette approche sensorielle, c'est qu'on a une influence majeure de la souche de levure sur la modulation de l'arôme fruité, qui est plus importante que que l'effet de la souche de bactéries ou même du couple levure-bactérie. Et ce qu'il est important également de noter ici, c'est que cet effet levure persiste au cours du temps. Donc comme je vous disais en introduction, on n'a pas encore totalement élucidé
On ne connaît pas encore exactement les déterminants moléculaires responsables de l'arôme fruité des vins rouges. C'est pourquoi nous avons utilisé une approche plutôt olfactive afin de cibler plus précisément les molécules responsables de ces différences. Et donc nous avons utilisé une méthode qui a été développée au laboratoire il y a une dizaine d'années, qui consiste en une extraction liquide-liquide de notre vin et un fractionnement de cet extrait de vin par chromatographie liquide, qui nous permet d'obtenir 25 fractions en solution hydroalcoolique, potentiellement odorantes. Et nous allons ensuite utiliser ces 25 fractions pour des reconstitutions aromatiques que nous allons ensuite soumettre à un panel de dégustateurs. Donc, on connaît partiellement la composition de ces 25 fractions. On sait par exemple que dans les premières, on va retrouver des molécules de type cétone qui vont avoir une odeur de beurre ou de caramel. On va ensuite trouver des acides gras aux odeurs nettement moins agréables, des thiols, des phénols si le vin contient des phénols volatiles et des esters. Alors pour vous donner un exemple du type d'application qui peut être réalisé à partir de ces fractions, il s'agit d'une étude qui a été réalisée récemment au laboratoire. Si on compare une reconstitution aromatique totale, c'est-à-dire les 25 fractions que l'on a placées dans un verre, et qu'on le compare à une reconstitution où on a omis les fractions 3 à 5 contenant nos cétones qui sentent le beurre et le caramel, on observe que le verre qui ne contient pas les fractions 3 à 5, on observe qu'il a une note fruitée supérieure à celle de leur constitution aromatique totale. Donc, ce qui signifie que ces 3 fractions ont un effet masquage sur l'arôme fruité et que cet effet, on le sait maintenant, est dû au diacétyl, à l'acétoïne, à l'acide acétique et à la butyrolactone qui sont toutes les 4 présentes dans ces fractions. Donc nous avons décidé de suivre le même protocole en utilisant un vin du château Aubailly 2003 où nous avons demandé à nos dégustateurs d'évaluer sur une échelle allant de 0 à 7 l'intensité de l'arôme fruité des fractions, des reconstitutions aromatiques qui leur étaient présentées. Donc nous avons comparé la reconstitution aromatique totale à une reconstitution aromatique où nous avions enlevé une ou plusieurs fractions. Et nous avons pu mettre en évidence l'influence d'une fraction que l'on a notée A, qui, lorsqu'elle est enlevée de la reconstitution aromatique, entraîne une diminution significative de la note fruitée dans la reconstitution. Nous avons donc ensuite voulu tester l'influence de cette fraction sur les vins de nos expérimentations. Donc nous avons sélectionné 2 vins qui nous avaient paru très différents. La FX10B28 qui était très significativement plus fruitée que la modalité 522B28. Nous avons demandé à notre panel de dégustateurs d'évaluer et de comparer les 2 reconstitutions aromatiques totales. Et comme pour le vin, la reconstitution aromatique de la modalité FX10B28 a été perçue comme nettement plus fruitée que la modalité 522B28. Nous avons ensuite pris notre fraction d'intérêt que nous avons échangée dans les reconstitutions aromatiques. Et cette fois-ci, le panel a décrit la modalité 522B28 comme étant plus fruitée que la modalité FX10B28. Donc cette expérimentation démontre bien, d'une part, que la fraction A est impliquée dans la modulation de l'arôme fruité, mais qu'elle est en plus liée à la souche de levure utilisée au cours de la fermentation alcoolique. Donc la question qui s'est posée, bien sûr, c'était de savoir quels étaient les composés aromatiques présents dans cette fraction et qui pouvaient être responsables de cette modulation. Donc nous avons trouvé un ester, le 2-hydroxy-3-méthylbutanoate d'éthyle, connu pour avoir des odeurs de fraises et de myrtille. Donc pour un petit rappel, les esters, c'est une grande famille chimique de molécules qui sentent le fruit, les différents fruits suivant les molécules, qui sont principalement synthétisés par les levures au cours de la fermentation alcoolique et dont la concentration peut être modulée par les bactéries lactiques au cours de la fermentation malolactique. Donc nous avons choisi de doser 34 de ces esters par des méthodes qui ont été développées et validées au laboratoire. Nous avons effectivement pu mettre en évidence un effet levure sur la concentration de ces esters, aussi bien après 3 mois qu'après 12 mois d'élevage. Et nous avons notamment observé que les vins fermentés par les levures 522 et FX10
contenaient significativement plus d'ester que les vins fermentés par la souche YSTX. Alors le problème ici, c'est que ces résultats ne concordent pas avec les résultats de l'analyse sensorielle, puisque je vous le rappelle, les vins fermentés par la levure 522 avaient été perçus comme nettement moins fruités que les vins fermentés avec la levure FX10. Donc ce qui montre bien ici que les esters ne suffisent pas à eux seuls pour expliquer l'arôme fruité des vins rouges. Alors cette étude des esters nous a néanmoins permis de mettre en évidence un effet bactérie spécifique en fonction de la famille d'esters. Donc, je vous ai représenté ici les niveaux de variation après fermentation malolactique pour chaque ester dans toutes les expérimentations que nous avons pu mener, aussi bien pour le millésime 2011 que 2012. Et on voit très clairement ici 3 groupes qui se distinguent. Le premier qui contient la plus grosse partie, la majeure partie des esters, qui a une variation négative, donc c'est-à-dire une diminution de leur concentration après fermentation malolactique. Et nous n'avons pas pu mettre en évidence ici d'effet de la souche de bactéries lactiques. Le deuxième groupe, qui comporte 4 esters éthyliques branchés, qui, comme on le voit ici, ont une variation positive, donc ce qui signifie que leur concentration augmente après fermentation malolactique. Et si on s'intéresse à un de ces esters, on voit également qu'après la fin de la fermentation malolactique, leur concentration continue d'augmenter au cours du temps. En revanche, pour ces 3 expérimentations, comme pour toutes les autres d'ailleurs, on voit ici qu'il n'y a aucune différence entre nos 2 souches de bactéries. Donc il n'y a pas d'effet bactérie, en tout cas il n'y a pas d'effet de la souche de bactéries sur la concentration de ces esters. Pour finir, avec le 3e groupe, qui est composé d'esters éthyliques branchés et hydroxylés, dont l'ester que nous avions trouvé dans notre fraction d'intérêt, on voit là encore une variation positive de leur concentration, ce qui signifie que leur concentration a augmenté après fermentation malolactique. Mais comme on peut le voir ici, elle augmente également au cours du temps, bien après cette fermentation malolactique. Et contrairement au groupe précédent, on voit là très clairement que nos vins fermentés par cette souche de bactéries présentent des teneurs nettement plus élevées de cet ester par rapport à la deuxième souche de bactéries. Donc nous avons ensuite voulu mesurer le seuil de perception de nos 2 esters hydroxylés branchés. Donc leurs seuils de perception qui ont été déterminés autour de la dizaine de milligrammes par litre, donc ce qui est très largement au-dessus de la concentration que l'on retrouve dans les vins, qui est plutôt de l'ordre de la dizaine, voire de la centaine grand maximum de microgrammes par litre. Donc ce qui signifie que ces 2 esters hydroxylés et branchés n'ont pas d'effet direct sur la modulation de l'arôme fruité. Par contre, ils nous paraissent intéressants dans le sens où ils peuvent être de bons marqueurs de l'activité bactérienne au cours de la fermentation malolactique. Donc pour conclure sur cette étude, nous avons montré l'influence majeure de la souche de levure sur la modulation de l'arôme fruité et que cet effet est perceptible et persiste au cours du temps. Nous avons également mis en évidence une fraction d'intérêt pouvant influencer la modulation de l'arôme fruité et que l'effet de cette fraction est lié à la levure qui a été utilisée pour réaliser la fermentation alcoolique. Alors bien sûr, nous n'avons pas encore déterminé les molécules responsables de cette modulation. En revanche, cette fraction nous a permis de mettre en évidence l'importance d'une petite famille d'esters que sont les esters branchés et hydroxylés, qui semblent être de bons marqueurs de l'activité bactérienne au cours de la fermentation malolactique. Donc la poursuite de ces études sera bien évidemment d'identifier les composés aromatiques présents dans cette fraction afin d'étudier les facteurs pouvant influencer sa concentration. Donc je tiens à remercier la société Biolafort qui a financé ces travaux pendant 3 ans et merci pour l'invitation d'aujourd'hui. Merci bien sûr à tous les châteaux qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de faire nos expérimentations, à l'Université de Bordeaux et l'Institut des sciences de la vigne et du vin dans lequel j'ai pu réaliser ces travaux de thèse. Et merci pour votre attention.